Il y a une autre conséquence de cette nouvelle conception de la science. En effet, en faisant de la science avec l'outil mathématique, il est possible de penser l'infini, car l'outil mathématique pose l'infini. Mais si la science est posée comme infinie, cela signifie que le progrès de la science lui-même pourra être infini. Or, nous avons vu que le progrès de la science permet le progrès des techniques. La science devient pratique et transforme notre rapport au monde. Si le progrès de la science est infini, le progrès de la technique sera infini. Et nous avons vu que la technique se définit par les biens qu'elle apporte à l'humanité. Alors, ces biens-là vont aussi connaître des progrès infinis. C'est ce que montre quelques années avant Descartes Bacon dans un texte très célèbre. Il parle des bienfaits de cette nouvelle science et des bienfaits que cela pourra avoir pour l'homme. Écoutez cette liste, elle est juste faramineuse pour quelqu'un qui écrit ça au tout début du XVIIe. Et regardez ce que nous obtenons au début du XXIe siècle, c'est-à-dire 4 siècles plus tard. Voyez combien ce programme de Bacon est pour une grande part réalisé. Prolonger la vie, rendre à quelques degrés la jeunesse, retarder le vieillissement, guérir des maladies réputées incurables, amoindrir la douleur, transformer le tempérament, l'embonpoint et la maigreur, transformer la stature, transformer les traits, augmenter et élever le cérébral, métamorphose d'un corps dans un autre, fabrication de nouvelles espèces, transplanter une espèce dans une autre, rendre les esprits joyeux et les mettre dans une bonne disposition, force de l'atmosphère et naissance des tempêtes, produire des aliments nouveaux à partir de substances qui ne sont pas actuellement utilisées, prédiction naturelle, illusion des sens, de plus grands plaisirs pour les sens, minéraux artificiels et ciment. Voyez à quel point le projet de Bacon s'est réalisé. Le progrès technique semble absolument infini. Dès qu'on a l'impression que nous avons quelque chose qui surpasse tout ce que nous connaissons, quelques années après, le progrès s'accélère encore et nous apporte quelque chose d'encore plus faramineux. Cette thèse de Bacon sera reprise plus d'un siècle plus tard, en 1795, par un savant qui s'appelle Condorcet. Condorcet a écrit un livre qui s'appelle « Esquisse d'un tableau des progrès de l'esprit humain ». Sa thèse est la suivante. Le progrès scientifique est infini. Or, ce progrès scientifique conduit au progrès technique. Et ce progrès technique conduit à des progrès dans l'éducation et donc conduit aussi au progrès économique dans les échanges. Et les progrès d'éducation, forcément, feront des progrès moraux pour toute l'humanité. Et enfin, des progrès politiques et spirituels. Autrement dit, cette nouvelle conception de la science transforme radicalement l'humanité. Alors que l'humanité était une espèce fixe, l'homme prend en charge son propre destin et le fait évoluer, l'améliore pour le bonheur de tous. C'est vraiment ça le projet humaniste, c'est vraiment ça la nouvelle conception de la science. Les progrès faramineux rendus possibles par la science sont des progrès pour toute l'humanité qui vont lui apporter paix, bonheur et développement. À ce stade, il nous faut avoir un regard un peu critique sur ce que nous venons de décrire. D'abord, nous l'avons déjà dit, le programme décrit par Descartes, par Bacon, est pour une grande part réalisé. Nous avons fait des progrès incroyables en médecine et nous ne cessons pas d'en faire. La machine à vapeur a conduit à des progrès industriels incroyables. On peut penser évidemment au numérique qui aujourd'hui est ce qui se développe le plus. Les moyens de communication et d'échange entre les êtres humains n'ont jamais été aussi développés. La connaissance ainsi peut se transmettre d'une façon totalement nouvelle et sans aucune barrière de langue, de pays, etc., etc. Vraiment, le progrès de la science et les progrès techniques ont été fous et ça a changé complètement le rapport des hommes les uns avec les autres. Donc ce programme a bien été réalisé. Mais attention, peut-être ne faut-il pas partager l'angélisme ou l'irénisme de Condorcet. Le XXe siècle a aussi été le siècle de la limite de la technique. Non pas du progrès technique, mais de l'usage de la technique. Les camps de concentration, qu'ils soient nazis ou qu'ils soient soviétiques, ont montré que l'usage de techniques très perfectionnées pouvait conduire à des destructions terribles. Le meilleur exemple de cela, c'est la guerre, avec comme point d'acmé la Première Guerre mondiale. À la fin de l'Ancien Régime en France, au fond, les guerres étaient quelque chose de terrible, mais elles concernaient des populations finalement assez restreintes et dans des lieux assez restreints. On se moque des guerres de dentelle de Louis XV. Pourtant, à partir de la Révolution, héritière des Lumières, qui veut faire de cet idéal ce qui va transporter la nation française, toute l'Europe et toute l'humanité,
On passe à une armée de conscription. Toutes les personnes en âge de se battre doivent se battre. Et que constate-t-on avec la Première Guerre mondiale? C'est toute une génération d'un continent qui sera fauchée par des progrès techniques impressionnants quant aux armes de destruction et aussi par des idées sur ce qu'est un peuple et ce qu'est une nation. La technique et les idées des Lumières, à ce moment-là, dans cet instant-là, ont conduit à une destruction que nous n'avions jamais connue dans l'humanité. Comment peut-on dire que la technique a conduit à un progrès moral et politique alors qu'elle a conduit à la guerre la plus destructrice qui soit? Autrement dit, le progrès technique n'est pas nécessairement bénéfique pour l'homme. Il faut réinterroger notre rapport à la technique. Et peut-être faut-il sortir de cette thèse qui disait que la technique était bonne en elle-même. Aujourd'hui, la question se pose aussi, non pas dans le rapport de l'homme avec lui-même, mais aussi avec la nature. C'est ce que nous étudierons dans la partie suivante. Enfin, on peut poser une question encore plus grave. Est-ce que la technique n'a pas transformé profondément l'humanité? Est-ce qu'au fond, ce n'est plus la technique qui est au service de l'homme, mais l'homme qui est au service de la technique? Est-ce que l'homme n'est pas en train de se perdre lui-même, de s'oublier lui-même, pris dans la course qu'il est au progrès technique, à vouloir toujours faire mieux? Est-ce qu'au contraire, il ne faut pas réfléchir à la nouvelle place de l'homme pour qu'il soit capable réellement d'être un être humain et que la technique retrouve sa place d'instrument? C'est ce que nous essayerons peut-être d'étudier dans une partie encore suivante.